Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 134 du jeudi 24 novembre 2016. Bien sûr, dans cette quotidienne, vous aurez évidemment quelques infos high-tech, évidemment quelques infos jeux vidéo, on va même commencer par ça. La réponse à vos commentaires sur la quotidienne précédente qui remonte du coup à mardi et le petit racontage de vie qui va bien. Du coup, on commence avec vos infos jeux vidéo avec Ubisoft qui veut à l'avenir proposer plus de DLC gratuits à l'avenir, donc sur ses futurs jeux, pour, je cite, offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Donc Ubisoft, oui, veut proposer plus de DLC gratuits à l'avenir, c'est ce que déclare Anne Blondel-Jouin, qui est vice-présidente des opérations live. Je sais pas trop, aucune idée de ce à quoi ça correspond chez Ubisoft dans un entretien accordé au site gamesindustry.biz. On n'en voit pas souvent des sites en .biz, n'est-ce pas? Il me reste que 8% de batterie sur la surface, je pensais que je l'avais chargé, et bien non. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Il me reste 28 minutes d'autonomie d'après tout ça. Je vais couper le Wi-Fi, ça sera plus optimisé. Qu'est-ce donc que cette histoire? Ben oui, en fait, c'est intensifier cette politique de DLC gratuit, notamment comme le fait très bien Tom Clancy's Rainbow Six Siege, dont vous voyez l'édition collector juste en dessus à gauche de ma tête. L'édition collector. Et c'est vrai qu'on en avait une en France, mais il n'y avait pas la plus grosse comme ils avaient aux États-Unis, qu'un sac à dos. Enfin voilà, bon. Ceci dit, j'aime bien celle que j'ai avec le petit guide tactique qui n'est plus du tout un jour d'ailleurs. Donc oui, c'est Madame Blondel-Jouin qui évoque le cas de Rainbow Six Siege, FPS multi, le nouveau mode de jeu et les cartes sont proposées gratuitement aux joueurs depuis sa sortie. Seuls les éléments cosmétiques de personnalisation seront monnayés par l'éditeur, je cite. L'idée est que si ça n'ajoute rien de plus à l'expérience de jeu déjà existante, alors ça ne sert à rien car vous demanderez plus d'argent pour les mauvaises choses. Faire payer pour du contenu obligatoire n'est pas une bonne démarche selon Ubi, et donc ils veulent que tout le monde ait accès à la même expérience sans débourser plus d'argent. C'est plutôt pas mal, je recite. Cette nouvelle façon de faire les choses fait écho à la responsabilité d'Ubisoft d'offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Voilà, donc c'est vrai que c'est un business model qui marche très bien et qui plaît énormément à la communauté sur Rainbow Six, de ce qu'on voit sur le subreddit et un peu partout d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui plaît énormément. Parce que sur Rainbow Six, c'est vrai que depuis le début de la sortie du jeu, donc ça va bientôt faire un an d'ailleurs, c'était le 1er décembre l'an dernier, le délire en fait, c'est qu'on peut acheter de l'argent virtuel dans le jeu, enfin des crédits Rainbow Six, pour acheter des éléments cosmétiques, des skins, des pendentifs pour les armes, des skins, des hit gear, des skins pour la tête, des uniformes pour les opérateurs. Il y a des skins qui s'achètent avec directement en argent, on ne peut pas utiliser de crédit Rainbow Six. Et en fait, tout ce qui est gameplay, c'est-à-dire les nouvelles maps, ce genre de choses, tout est accessible gratuitement. C'est-à-dire qu'on en a eu déjà 4 DLC qui sont, enfin 4 mois DLC extension, c'est matérialisé sous forme de saison. Et tout ça a été proposé entièrement gratuitement à tout le monde. Nous, possesseurs du Season Pass, avions un accès anticipé d'une semaine aux nouveaux opérateurs, mais c'est tout. Je veux dire, après, tout le monde pouvait dépenser l'argent acquis dans le jeu, enfin la monnaie du jeu, le renom, la renommée. Euh, je veux dire, juste en jouant, on peut débloquer de nouveaux opérateurs. Il n'y a aucune obligation de dépenser le moindre centime supplémentaire dans ce jeu. Il y a énormément de choses qui s'achètent directement avec la monnaie accumulée en jouant. Avec la renommée et ça marche très très bien et c'est un business model qui marche bien et il y a énormément de gens et dont je fais partie qui ont plus ou moins en partie acheté le Season Pass justement pour soutenir ce fonctionnement, pour dire nous en tant que joueurs on est d'accord avec ce principe, on soutient tout à fait ce système-là. Ceux qui n'ont pas l'envie ou les moyens de mettre 15, 20, 25 euros dans un season pass ne le font pas. Moi, je l'avais fait parce que bah, déjà, j'avais ce délire d'avoir les opérateurs en avance une semaine. Et justement, par principe, soutenir Ubisoft et leur dire regardez, le jeu fonctionne de mieux en mieux. Ils nous l'ont encore dit, hein, il y a 2-3 semaines, pendant le week-end, ils disaient c'était le jeu le plus joué sur Steam. Enfin, je sais plus si c'était le jeu le plus joué sur Steam, en tout cas, c'était la meilleure vente Steam du week-end, c'était le truc le plus regardé sur Twitch.
Et c'était un jeu, alors peut-être le FPS le plus joué sur Steam, je crois, je sais plus. Mais enfin, il y avait vraiment, ils ont battu des records il y a 2 3 semaines et le jeu il est sorti il y a presque un an. Donc ça ne fait que monter, donc c'est bénéfique pour eux. Et ils ont leur retour de médaille, c'est-à-dire ils ont fait un bon boulot, ils ont suivi, ils ont écouté la communauté, ils ont un petit peu adapté ce qu'il fallait adapter, et ça fonctionne bien, et c'est plutôt une bonne chose, et je pense que du coup ils se rendent compte que c'est un fonctionnement qui plaît aux gens, et du coup le transposer sur d'autres jeux, je suppose que c'est une bonne idée. Enfin voilà, on va terminer très rapidement notre chapitre jeux vidéo avec le bon plan du jour. Alors, c'est vrai que je vous en donne pas souvent parce qu'il y en a trop, c'est devenu n'importe quoi. Un bon plan, une bonne affaire. Et il faut quand même les trouver les bons, hein, parce que parmi tous les bons plans, il y en a quand même beaucoup qui sont pas si bons que ça. Enfin là, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. C'est un pack PS4 qui est disponible sur Amazon et au prix de 350 euros. Et dans ce pack PS4, vous avez, restez bien assis sur votre chaise, une PS4 Slim 500 Go, Final Fantasy XV édition Day One, Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider, c'est celui qui est sorti en début d'année en mars, GTA 5 et The Witcher 3. Tout ça dans un pack qui est vendu à 350 euros. Si on achetait tout à l'unité, il y en aurait pour 600 balles. Votre batterie est faible. Oui, merci Windows, je suis au courant. Voilà, 349,99 pour ce pack. C'est vraiment pas mal. Si vous voulez faire un cadeau de Noël à un cousin, une cousine, soeur, frère ou vos parents, ou peu importe, un ami, ou si vous voulez une PS4 pour Noël, je pense que c'est un plan quand même assez intéressant. Sachant qu'on a quand même 5 jeux qui sont juste incontournables, mais bon, Final Fantasy c'est pas ma tasse de thé, mais ça reste incontournable. Voilà, faut dire ce qui est. C'est pas mon délire, mais est-ce que c'est une saleté qu'il y a sur mes lunettes ou est-ce que c'est juste un. Non, ça a l'air d'être un reflet. Mais non, ça reste tout à fait incontournable et voilà, bon, je veux dire Watch Dogs 2 il est bon, le Tomb Raider est bon aussi, GTA 5 et The Witcher 3 c'est juste Game of the Year 2015. Voilà, c'est un pack qui est juste monstrueux, là on achète ça. GTA 5 et The Witcher 3 déjà c'est au moins 300 heures de jeu je dirais facile. Donc bon, c'est un plan intéressant. Ça nous fait presque. Là, même en achetant ça à 350 balles, on est déjà sûr d'avoir un divertissement. Si on finit tous les jeux qu'il y a dedans, on est à moins d'1 euro par heure de divertissement, avec la console inclus dedans. Donc, moi, vous le savez, je vous ai déjà dit, mon ratio. Moi, je fais toujours un ratio coût par heure de divertissement. Si on est en dessous d'1 euro, c'est excellent. Entre 1 euro et 5 euros, c'est bien. Et au-delà de 10 euros, c'est mauvais. Donc, et après, entre 5 et 10, c'est acceptable. Voilà. Je veux dire, par exemple, moi, je vais au cinéma, je trouve que c'est ça dépend du prix, évidemment, mais c'est un divertissement qui a un ratio coût pour heure de divertissement acceptable, le cinéma, pour moi. C'est pour ça que j'y vais pas souvent. Par contre, là, oui, là, on a un ratio coût de divertissement qui est juste extraordinaire. Donc, c'est vrai que moi, là, pour le coup, je ne peux que vous recommander ce pack. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Il y a le Black Friday demain. Bon, moi j'ai fait mon achat compulsif de la semaine et du mois, même, même du trimestre. Je vous en parlerai juste après, si vous n'avez pas suivi mon live d'hier. Mais non, non, c'est vraiment un pack excellent. Si je voulais acheter une console, je pense que je partirais là-dessus. Voilà pour nos infos jeux vidéo. Pas grand chose d'autre à signaler, à se mettre sous là-dedans. Bon, pas grand chose de supra intéressant. Bon, il y a quand même les infos du jour, mais voilà, encore une fois, je vous donne deux, trois petites infos. Après, c'est à vous d'aller chercher celles qui vous intéressent. Moi, je vous relais celles qui me paraissent moins intéressantes, celles qui m'intéressent moi. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour faire un journal complet, sinon on serait là pendant 4 heures. Et je m'en sortirais pas du tout. Que dire d'autre? Côté high-tech, justement, alors le coup de gueule du jour, après le coup de cœur, c'est encore ce fameux HTC 10 Evo. Qu'est-ce qu'il a fait encore ce sacripant? Qu'est-ce qu'il a fait comme simagrée? Eh bien, chez HTC, ils se sont dit, tiens, déjà, on va sortir un téléphone avec un des pires processeurs de 2015, fin 2016. Ils se sont dit, tiens, on va le vendre plutôt cher. Ils se sont dit, bon, on va enlever le port jack, donc on va leur filer des kits main libre avec un connecteur USB-C. Qu'est-ce qu'ils se sont dit encore pour faire chier les gens, pour emmerder le peuple? Eh ben, on va ne pas mettre, on ne met pas l'adaptateur USB-C vers jack directement dans la boîte. Non, bah, ça aurait été trop simple. Comment faut faire pour avoir ce petit bidule? C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est juste casse-couille, mais c'est simple.
comment faut faire? Eh bien, il faut aller sur le site d'HTC et il faut remplir un petit formulaire que voici, que voilà, un petit formulaire et on vous l'envoie un petit peu après par la poste. C'est bien, déjà c'est super chiant pour le consommateur et surtout, il est où le délire économique et écologique là-dedans? Je veux dire, certes, bon, la boîte aurait été un tout petit peu plus lourde en le mettant dans la boîte, mais là, putain, vous allez gaspiller du CO2. Enfin, déjà, c'est hyper pas économique du tout. Et d'un point de vue écologique, merci les mecs, vous allez faire à chaque fois des petites enveloppes à bulles. Du coup, ça crée de l'emballage pour rien. L'empreinte carbone de l'envoi de tous ces machins, ça va être bonbon. N'importe quoi les mecs chez HTC, enfin je sais pas, je comprends pas, encore une fois, un jour de plus, une fois de plus, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des mecs chez HTC, moi je sais pas, ils sont bourrés quand ils font leur réunion, enfin j'en sais rien, c'est quand même n'importe quoi. Alors en France on sait pas, on ne sait pas encore. En France, vous le savez qu'on a notre réglementation, et que pour le coup, elle est bien cette réglementation, qui oblige les constructeurs à inclure un kit main libre dans la boîte du téléphone. Donc ça sera sans doute comme Apple, ils vont nous mettre un kit main libre avec un port USB-C, donc l'Apple c'est avec son port Lightning, mais on ne sait pas s'il y aura l'adaptateur dans la boîte. Ça se trouve en France c'est pareil, il faudra aller sur le site d'HTC, remplir le petit formulaire et ils vous l'enverront quand ils auront envie. Voilà, mais c'est n'importe quoi, c'est stupide, c'est con, il y a juste aucune autre. Je suis désolé de râler, mais pour le coup, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, à essayer de trouver un côté avantageux à ça, il y en a pas, il y en a aucun, ça fait chier le consommateur, c'est pas économique, c'est pas écologique. Je suis désolé, voilà. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, donc on verra. Moi j'aime bien, il y avait un commentaire sur Frandroid là qui était assez rigolo. Ce serait rigolo d'imaginer, d'assister aux réunions de conception chez HTC. Bon les gars, j'ai une super idée pour couler la boîte. Wouhou! On va sortir un téléphone avec le pire processeur de l'année dernière. Génial! Et pour qu'il se vende encore moins, et si on enlevait la prise jack? Et on ne donne pas l'adaptateur avec. Ah super les gars, personne va l'acheter, ça va être trop cool. Youpi. Oh, vendre l'adaptateur 10 euros, ça le fera pas assez chier. Déjà qu'ils mettent 800 euros dans un HTC. Faisons un petit formulaire à remplir pour recevoir l'adaptateur 3 mois après l'achat. Oui, oui, oui. Allez, bref. Je sais pas, HTC. J'aime bien HTC, hein, mais à un moment donné, c'est plus possible. Votre batterie est très faible. On va avoir un gros problème d'alimentation. Ça va être rigolo. Bon, c'est pas grave. J'irai chercher vos commentaires sur l'appli YouTube Creator. Xiaomi qui dément plus ou moins l'existence du Xiaomi Mix Nano, c'est Zhang Choyan, je suppose, ça se prononce, le directeur des services marketing qui a publié sur Weibo, je cite, il n'y a aucun produit appelé Xiaomi Mi Mix Nano sur Weibo, ça a été enlevé de Weibo après, alors on ne comprend pas. Donc du coup, on suppose que le démenti, c'est à moitié. Il n'y a aucun produit qui s'appelle comme ça. Ça ne veut pas dire que le produit n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a aucun produit qui porte ce nom. Bon, enfin bref, on verra ça, je pense, début décembre, ou en tout cas, sinon au plus tard, ça se fera au CES, je pense, début d'année prochaine. 4% de batterie. 15 minutes, on nous dit sur la surface. Je vais baisser la luminosité. Hop. Voilà. On enchaîne, il reste 3 news. J'espère que j'aurai le temps de les faire, je pense que oui. Un nouvel écran dédié à la réalité virtuelle pour oublier la grille de pixels, le fameux SDE, le Screen Door Effect. Vous savez, cet effet, si vous avez pris un casque de réalité virtuelle dans votre vie, sur votre tête, vous voyez ce délire, c'est cette espèce de quadrillage de grille de pixels que l'on a à cause du fait que les écrans n'aient pas une assez haute densité de pixels, même si ça tend à s'effacer. JDI, qui est une co-entreprise de Sony, Toshiba et Hitachi, a annoncé un écran dédié justement à la réalité virtuelle avec une densité de pixels de 651 pixels par pouce. À comparaison, certains terminaux tournent autour de 400-500. Là, on est vraiment, vraiment élevé. On nous montre une petite image de différence. Alors, bon, je ne sais pas si vous pourrez le voir bon sang, mais leur visionneuse à Android. Je pense pas que vous pourrez le voir correctement, mais on le voit quand même. On voit que cette partie-là est quand même plus crado que celle-ci.
Dans le délire, ils nous ont mis un écran 3,42 pouces avec une définition pardon, de 1440 par 1700 pixels avec une densité donc de 651 pixels par pouce sur cette dalle de 3,42 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 images par seconde, 90 Hz et un temps de réponse total de 6 millisecondes. Voilà, il n'y a plus de batterie. À moins qu'il se soit mis en veille tout seul par souci d'économie, ce qui est possible, ou alors il n'y en a plus du tout. Je pense que ça s'arrête à 3% par souci d'économie d'énergie et pour paniquer la batterie. Bien, bah du coup c'est pas grave, je vais finir avec mon téléphone puisque j'ai carrément la flemme d'aller chercher le chargeur de ce bidule qui est à l'opposé de mon appartement. Du coup, juste le temps de récupérer ça. Juste pour information, alors de mémoire, on est autour de 450 sur l'Oculus Rift et le HTC Vive et sensiblement pareil par rapport au PSVR. Donc avec une densité pareille, ça serait vraiment pas mal pour l'effet screen door pour ceux qui le voient encore. Moi perso, je le vois pas parce que j'ai une vue un peu merdique. Enfin, je le vois pas, sauf sur certaines couleurs. Il y a certains moments, j'arrive à le voir. Ce screen door effect, mais c'est vrai qu'à l'époque de l'Oculus DK2 et donc j'ai jamais eu l'occasion de tester le DK1, mais déjà sur le DK2 on le voyait quand même pas mal, donc le DK1 ça devait être encore pire avec une résolution de 720p, ça devait être une horreur. Mais c'est vrai que pour ceux qui le voient encore là, on tend à aller sur des écrans où on verra plus du tout le screen door effect et ça sera à mon avis une bonne avancée sur la VR, bien que ça soit déjà quand même pas mal abouti. Oh. Alors, que dire d'autre du coup? Justement, on va parler encore de définition et de résolution d'écran avec la version Nougat Android 7 qui est en cours de test sur les Galaxy S7 et Samsung. Alors c'est assez rigolo, vous allez voir. Samsung a rajouté une option qui permet en fait de changer la résolution de l'écran du téléphone et donc de base avant elle était sur 2560 par 1440 pixels, sauf que là du coup avec alors du coup ça va être compliqué pour vous le montrer, avec cette nouvelle option en fait par défaut elle est réglée, jolie petite pub de merde qui apparaît au milieu de mon écran, génial. En fait, cette option règle la résolution d'écran par défaut en Full HD. C'est-à-dire que monsieur tout le monde qui aura la mise à jour Nougat, sauf s'il décide de changer, mais là tout de suite, si demain Samsung pousse en version stable Nougat sur les S7, et S7 Edge du coup je suppose, la résolution d'écran des gens enfin définition, il y a à chaque fois il y a la définition. Ceci dit, c'est con parce qu'il me semble, je vais vérifier, mais il me semble que sur Windows, on parle de résolution d'écran. Alors après, c'est peut-être justement un problème de traduction. Il y a une grosse rayure sur le plastique de mon écran, j'avais jamais fait gaffe. Paramètres d'affichage et que je vérifie. Paramètres d'affichage avancés et en effet, c'est bien marqué résolution sur Windows. Donc voilà, bon, c'est un long débat, mais apparemment, on dit bien définition et la résolution, c'est justement le nombre de pixels. Sur l'écran. Donc là, on parle bien de définition. Du coup, du Full HD par défaut. Pourquoi? Eh bien, vous vous en doutez, c'est pour améliorer les performances et surtout l'autonomie des téléphones de chez Samsung qui n'est pas non plus fabuleuse. Il faut dire ce qui est. Donc, au lieu de se faire chier à mettre des plus grosses batteries en mode bon, on a peur que ça prenne feu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse la résolution de l'écran. En fait, c'est une histoire de mise à échelle, hein, tout simplement, sur ces terminaux. Voilà, donc pour l'instant c'est comme ça, sachant que vous pourrez quand même la baisser jusqu'à 720p, donc c'est plutôt pas mal. Moi, là, avec ce terminal-là, avec le Mate 8, on est sur du Full HD. Je vois pas les pixels. J'ai eu la différence, je m'en suis quand même rendu compte, parce que bon, c'est quand même un peu moins fin. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, à moins que vous ayez même des gens avec 10 dixièmes, je sais même pas s'ils voient la différence. Non, je suis désolé. On ne voit pas les pixels. Et pourtant, c'est un écran 6 pouces. C'est un des plus gros écrans du marché. Donc, non, sur un téléphone avec un écran 5,1 pouces, le Full HD suffit largement. Quelle est l'utilité de passer au-delà du Full HD?
Et ben c'est la VR déjà par exemple. Quand vous mettez votre téléphone dans un Gear VR, je peux vous assurer que déjà avec un écran QHD, qu'on a un screen door effect. Alors en Full HD, c'est même pas la peine d'y penser. J'ose même pas imaginer. J'ai jamais essayé. Enfin si, en fait, j'ai dit des conneries. Le DK2, c'était un écran de Note 2 ou de Note 3, je crois, dedans. Et quand on le démontait, il y avait carrément écrit Samsung. Enfin, c'était vraiment un bout d'écran de téléphone. Se sont même pas emmerdés à les désosser. Ils ont commandé des restes de. Je crois que c'était le Note 2 de mémoire. Il faudra vérifier. À Samsung. Et ils ont collé le machin dedans. Juste l'avant du truc. Il y a les trous pour le haut-parleur et tout. Hein. C'était vraiment archaïque comme fabrication. Mais voilà. Et c'était du Full HD. Mais on voit le screen door effect de manière phénoménale. Voilà, voilà. Du coup, bah voilà, augmentation des performances, bien sûr, parce que le GPU et le CPU auront moins de travail à faire, et augmentation sensible, je suppose, de l'autonomie. Ça sera bien sûr à vérifier en temps et en heure. Si vous avez un S7 et un 7 Edge, vous pourrez bien sûr me faire un retour. Ça sera avec grand plaisir que je le lirai. Et puis on termine avec la petite info plus ou moins politique du jour, avec Trump qui veut faire fabriquer les iPhones aux États-Unis. Il a contacté. Alors, Frandroid, ils ont eu une sacrée photo de Trump avec une pub qui s'affiche. Une bonne pute pourrait. Une bonne pute, bien sûr, une bonne pub pour SFR. Est-ce que vous voulez un nouvel iPhone tous les ans chez SFR? Non? Non, on n'en veut pas, on est d'accord. Avec la petite croix cachée qu'on voit pas trop derrière. Donc une belle photo de Trump, merci Frandroid, c'est plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont moqueurs. Bon, non, mais il fait des têtes et il sait. Ça fait partie de son image à Trump, hein, il sait comment ça se passe de toute façon. Donc, du coup, ils ont eu un entretien, lui et Tim Cook, pourquoi vous écrivez CEO, quoi? Vous pourriez écrire PDG, bon sang de bois, on est en français. Le PDG d'Apple, et donc ils ont échangé sur le sujet par téléphone, comme le précise le New York Times, dans un article. Je cite la rédaction, bon sang, du média américain. C'est un énorme enjeu, nous allons... Enfin, c'est Donald Trump, hein, mais ça vient de l'article de New York Times. C'est un énorme enjeu, nous allons fabriquer des robots également, et en ce moment, nous ne fabriquons pas de robots, nous ne faisons rien. Mais nous allons le faire, je veux dire, regardez, la robotique devient très importante, et nous allons le faire, nous allons avoir plus d'usines. Donald Trump disait ça donc au New York Times. L'idée, c'est de déplacer à terme la production entière d'iPhone hors d'Asie, grâce à des automatisations de lignes de production, mais aussi grâce à de l'intelligence artificielle. Apple doit attirer une main-d'œuvre qualifiée, même je pense plus que qualifiée, très qualifiée, pour mettre en place ces usines, parce que là on ne parle pas de main-d'œuvre basse qualification et moyenne qualification, c'est-à-dire des gens qui se contentent de prendre un circuit électronique, de le coller sur un truc. Voilà, ça je veux dire, n'importe quelle personne sait le faire. Mais après, de la manutention de robots, travailler sur l'intelligence artificielle, ils vont devoir quand même piocher de la matière grise. Donc ça va leur coûter de l'argent parce que ça coûte beaucoup plus cher déjà de payer ce genre de personnes. Ça coûte cher à fabriquer ces robots, ils ne les ont pas. Il va falloir coder des systèmes d'intelligence qui gèrent une usine, j'en sais rien comment ils vont gérer ça. Tout un système d'automatisation, ça va leur coûter de l'argent. Euh, donc du coup, l'idée c'est que Trump voulait inciter de manière fiscale, donc peut-être en baissant des impôts, en créant des crédits d'impôt et ce genre de choses, voulait inciter Apple à faire ça, et sans doute je suppose d'autres sociétés américaines à rapatrier leur production sur le sol américain, et bien sûr avec des changements de la réglementation liée au travail. Et pendant ce temps, Foxconn, qui fabrique l'iPhone, a fait disparaître quand même 60 000 emplois en Chine. Ils ont investi environ 600 millions d'euros dans la recherche sur l'IA, la robotique, et Foxconn continue de déployer des robots dans ses usines. Donc on verra, mais dans le délire, voilà, Trump veut rapatrier la production d'iPhone aux États-Unis, Apple n'est pas contre, mais pour l'instant, c'est juste pas possible de le faire là à l'instant. C'est-à-dire ils veulent le faire avec des robots. On imagine bien, il y avait une étude, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, que si c'était un iPad, je crois que s'il était fabriqué aux États-Unis, il coûterait, je ne sais plus combien, 5, 6 ou 8 fois plus cher que son prix actuel. Et donc du coup, pour garder des marges confortables, Apple veut remplacer les humains par des robots. Alors du coup, il y a la question de l'emploi qui se pose, parce qu'on voit le délire de Foxconn qui a viré quand même 60 000 emplois, c'est pas rien, en remplaçant les gens par des robots. Il y a justement ce problème lié à l'emploi, et ça va créer du chômage, etc. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il va falloir embaucher d'autres personnes.
pour faire la manutention des robots, pour les fabriquer, pour gérer les usines, etc. Donc certes, il y aura une baisse du nombre d'employés, parce que forcément, il y aura besoin de moins de monde. On imagine que, par exemple, un robot remplacera en moyenne, je sais pas, 3 4 personnes. Il y aura une personne derrière, mais je veux dire, le robot remplace du monde. Donc il y aura l'équilibrage ne sera pas exact. C'est-à-dire, on ne va pas embaucher le même nombre de personnes qualifiées qu'on va virer de personnes, nombre de personnes non qualifiées qu'on va virer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va poser un problème pour l'emploi. Après, je ne sais pas comment ils vont réagir. Je ne sais pas politiquement comment ça va être repris par l'administration Trump. Parce on va dire aux Américains, oui, regardez, on fabrique l'iPhone aux États-Unis. Les Américains vont dire, oui, mais on a viré combien de personnes pour faire ça? Du coup, voilà, je sais pas. Après, les Américains, ils seraient capables de dire, oui, mais on a viré des gens en Chine, donc on s'en fout. On a embauché, on a fait qu'embaucher aux États-Unis, on a créé des usines, on n'a pas remplacé des humains par des usines, puisqu'il n'y avait pas d'humains pour faire les iPhones. Donc, je sais pas. Je pense que j'ai peur, mais je pense que ça va se passer comme ça. Ils vont dire, oui, bah, c'est pas chez nous, on s'en bat les couilles. C'est un peu un petit côté chauvin, mais bon, tout le monde l'a un peu, quoi. C'est vrai que on a en France, on parlait de voitures l'autre jour. Si on s'imaginait que Renault rapatriait des usines des pays de l'Est en France, on dirait ouais, cool, ça crée de l'emploi en France. Mais on s'en battrait les couilles des emplois qui sont détruits dans les pays de l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tous notre côté un peu chauvin. Et j'ai envie de dire, un côté, c'est normal d'être un peu chauvin. Mais de penser à sa gueule. Il faut être un peu, je dis pas qu'il faut l'être à 100%, mais dans la vie, c'est bien d'être un minimum égoïste. Il faut pas l'être en permanence, bien sûr que non. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Alors après là, une histoire d'emploi, non, c'est pas. Il y a un côté égoïste, il n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de dire que bah, c'est bien parce qu'on rapatrie des emplois chez nous, on crée des emplois chez nous. Mais bon, on se dit c'est pas cool pour les autres. Mais il y a une part de nous qui se dit c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est un peu compliqué quand même. Bon. Ils ont changé le son des girouettes sur les trams, je sais pas pourquoi. Pas tous, mais ça sonne pas comme avant. Enfin voilà, donc on verra. Peut-être qu'un jour les iPhones seront fabriqués par des robots aux États-Unis d'Amérique. Voilà, on verra. Ça sera peut-être dans le futur proche, qui sait. Voilà qui nous amène à la fin de nos infos high-tech. Et je baille, pardonnez-moi. On va passer à vos commentaires sur la quotidienne de mardi, puisqu'il n'y a pas eu hier, vu que j'ai fait un live, je vous le rappelle, vous n'avez peut-être pas vu, il y aura le replay sur YouTube, bientôt, faut juste que je le rapatrie, que je le réupload. Il y en a pas, je le ferai peut-être cet après-midi, tiens, je vais voir. Et puis voilà, donc du coup, replay... Chut, je travaille. Arrêtez d'avoir à faire le feu chez vous et de tomber malade. Et après, de faire des braquages. Après, il y a la police et les pompiers qui passent. Bon, voilà pour... Non, c'est pas drôle du tout. Voilà pour nos infos high-tech. Justement, on va passer à vos commentaires. Il faut juste que... J'ai 1 milliard d'applications ouvertes sur mon téléphone, c'est pénible. Il faut que j'ouvre YouTube Creator et je vais aller voir vos commentaires sur la quotidienne d'avant-hier. Justement, je me trompe, je disais hier, mais non, c'est bien celle d'avant-hier. Bien. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, je bois du thé, je baille, c'est quand même incroyable. Bon, déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires d'anniversaire. Michel, God Technoid, Kevin, Nenes et Nash. Bon, il y a eu du retard un petit peu, je suis certain, mais je vous en veux. J'ai eu de la famille qui me l'a souhaité juste aujourd'hui, tout à l'heure, donc je ne vous en veux pas, vous l'avez fait avant ma famille, donc... Enfin, ma famille, c'est une tante, mais bon, elle est un petit peu malade en ce moment, un petit peu chamboulée, donc elle est excusée, on va dire ça comme ça. Voilà pour... Bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'ai eu pas mal de messages à droite à gauche, donc merci bien. On va aborder cette 24e année avec un peu plus d'entrain et d'enthousiasme que la 23e, où j'ai pas fait grand-chose de ma vie. Mais bon, voilà, 24e, on a plein de projets. Pas la manette Ray, go un petit G29 nous dit God Technoid. Pour les jeux de course arcade, je préfère largement une manette qu'un volant. Le volant pour moi c'est vraiment pour la simulation. Et le G29 est bien, mais j'aurais plus tendance à partir chez Fanatec ou Trustmaster, actuellement en volant.
C'est plus cher, c'est sûr, mais il n'y a pas à chier quand tu regardes les reviews. C'est quand même un cran au-dessus du G29. Donc je sais pas, je verrai. Mais c'est probable que j'en rachète un jour volant parce que j'aime énormément jouer à Euro Truck au volant et c'est un pur plaisir de jouer à Euro Truck au volant. Donc oui, c'est vrai que je serais amené, je pense, à un jour en racheter un parce que j'avais un G27 que j'avais revendu. Bah d'ailleurs, ça va faire à peu près un an que je l'ai revendu. C'était un follower Twitter, je sais peut-être quelqu'un d'entre vous qui regarde la chaîne, je me souviens plus exactement à qui je l'ai vendu. Je sais que c'était un follower qui l'avait racheté parce qu'il avait un petit peu de sous pour son anniversaire et du coup je lui avais fait un prix un petit peu plus avantageux que ce que j'en voulais sur eBay. Mais du coup, ouais, non, le G27 était excellent et le G29 était bien, mais apparemment il est quand même un peu moins bien que le G27. Mais c'était déjà, voilà, moi, j'avais un volant d'entrée de gamme avant. De passer sur un G27, c'était déjà un énorme confort et c'était très agréable à l'usage, mais vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Donc on verra. Maintenant, pour tout ce qui est arcade, pas de simulation, je veux dire, non, c'est manette pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de volant pour ça. C'est-à-dire un Forza Horizon, ça sera à la manette. C'est une, c'est une conduite qui est quand même plus arcade qu'un Forza, un Forza normal, un Forza Motorsport. Là, on est sur une simulation, donc oui, sur un Forza, on peut jouer au volant. En tout cas, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pareil, un Need for Speed, je vois pas du tout le délire d'y jouer avec un volant. C'est une conduite arcade. Donc, c'est pas du tout adapté au volant, selon moi. Yaya Camille, comment on récupère? Alors, je t'avais répondu sur Twitter. Et Anthony qui nous dit excellent plan. Chez la Poste Mobile, 60 Go à 29 € sur le réseau SFR. En effet, la Poste Mobile est un MVNO SFR. Et le BNU n'est pas intéressant. J'ai le même avec 20 Go pour 3,99 par mois pendant un an. La différence de SFR qui est à 10 € chez SFR. Oui, alors il est valable un an. Je l'ai aussi. C'est ma. Tu vois, j'ai deux icônes réseau. J'ai la gauche, c'est celle d'Orange. Et celle de droite, c'est le fameux BNU à 3,99 qu'on a pris en début d'année. Alors, il datait ils en ont fait en décembre l'an dernier, je crois, ou novembre. Et ils en ont refait. Je crois que c'est en mars qu'ils l'ont faite et du coup je l'avais pris en mars et parce que à l'époque en mars j'étais encore vous savez avec ce délire de j'avais mes quotas, j'avais deux B-Box Nomad 40 Go et j'avais donc ce 20 Go en plus et du coup j'avais 100 Go par mois pour mon internet fixe chez mes parents. Et du coup, je l'avais pris parce que 3,99 pour 20 Go, quand je voyais que je payais 42,99 pour 40 Go avec les B-Box Nomad, vous vous doutez bien que 20 Go de plus pour 4 €, j'allais pas les laisser passer. Donc du coup, je l'ai gardé parce que du coup, c'est devenu ma ligne pro et bah, je garde quand même ces 20 Go en secours. Même si j'ai la SIM illimitée, mais voilà, et puis même des fois quand je suis en mobilité, j'ai un truc qui passe sur une connexion et du coup j'utilise le téléphone sur une autre optique, comme ça j'ai deux connexions actives et c'est plutôt pas mal. Mais même sans parler du data, c'est vrai que ou de la data, c'est vrai qu'il est intéressant. 4 €, c'est un forfait fort intéressant. Ceci dit, si Free ressort une série limitée à 4 €, je serais tenté de prendre une SIM Free pour justement retester, redonner une chance à Free. Parce que c'est vrai que j'avais testé, enfin j'ai été chez Free pendant un an. Je m'étais inscrit à l'ouverture en janvier 2012. J'y suis resté un petit peu moins d'un an. Je suis parti fin 2012, fin novembre 2012, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Et donc j'étais parti à ce moment-là. Et oui, c'est bien EDF qui m'envoie enfin mon contrat. Alors EDF aussi, c'est la bonne grosse douille, hein. 26 balles pour une ouverture de contrat, sachant qu'ils n'ont rien fait, hein. Je veux dire, le compteur, il est sur mon mur. 26 € pour taper 3 trucs sur un clavier d'ordinateur, c'est quand même cher payé, je trouve, les mecs, hein. Faut quand même pas exagérer. Enfin bref. Que voulez-vous que je vous dise? Bienvenue dans le monde capitaliste. Et puis les factures EDF, c'est aussi du gros taxe sur machin, taxe sur truc. Et il y a une taxe d'une taxe. Je sais pas si vous avez déjà regardé une facture EDF il y a une, je sais plus quelle taxe c'est, mais la dernière facture que j'ai vue, alors ça a peut-être été simplifié depuis, je verrai à la prochaine en janvier. Mais il y a une taxe sur un truc et après vous avez taxe sur la taxe nanana. C'est quand même un truc de dingue de mettre des taxes sur une taxe. C'est quand même, enfin à un moment donné, il faut arrêter quoi. Enfin bref, non, c'est très cher l'électricité, c'est vraiment très 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 cher. C'est pour
pour ça que du coup maintenant je fais vachement gaffe, j'éteins tout, je fais vraiment à l'économie électricité parce que déjà c'est d'un point de vue écologique ça sert à rien de laisser allumer des trucs qui servent à rien. Et après, comme ça coûte cher, c'est hyper dissuasif. Voilà, donc oui, alors le bienvenu n'est pas intéressant. J'ai pas envie de dire qu'il est pas intéressant parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est comme les gens sur Deal Labs qui vont voter -1. Il y a un deal, mettons, je sais pas, une console, voilà, je prends le pack à 350 euros. Admettons, il y a eu le même à 320 euros ou 300 euros il y a 3 mois. Et des gens, ils vont arriver, ils vont faire non, c'est pas intéressant, -1, parce qu'il y avait le même deal à 30 euros de moins il y a 3 mois. Bah oui, mais on s'en bat les couilles, il est plus actif. Donc à quoi ça sert de dire oui, il y avait un autre deal? On s'en branle. Les gens qui veulent l'acheter, ils sont pas là il y a 3 mois, ils sont là maintenant. Donc enfin voilà, donc ne le prends pas personnellement, hein, je t'engueule pas Anthony, mais c'est vrai que oui, de dire que c'est pas intéressant alors qu'il n'y a pas mieux sur le marché tout de suite. Bah, je trouve que c'est un peu. Voilà, oui, nous on a la chance, que ce soit ou moi, on a la chance d'avoir ce 20 Go à 4 euros. Et même en plus, à l'époque, on avait la remise multi-in. Moi, je l'avais à 1,49 parce que j'avais déjà mes lignes B-Box Nomad. Et du coup, après, j'avais pris l'option d'ailleurs data illimitée le week-end. Ça le passait à 6,49 avec data illimitée le week-end. C'était juste extraordinairement bien fait. Mais voilà, dans l'idée, euh, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on dit c'est pas intéressant. Quand il y a mieux, oui, c'est pas intéressant. Mais là, il n'y a pas mieux. Donc voilà, qui veut mettre 10 euros par mois pour 20 gigas, c'est intéressant. Après, oui, à 30 euros, on a 60, ça fait le triple chez La Poste. Sur le réseau SFR, il faut en tenir compte. Et voilà, après, sinon, il y a le 10 gigas maintenant à 4,99 qui, je pense, est encore plus intéressant. Mais encore une fois, en effet, c'est valable un an chez SFR, enfin chez Red. L'avantage, c'est que c'est valable à vie. Donc c'est vrai que c'est un petit plus qui passe bien et comme je disais ça reprend un petit peu le fonctionnement des offres Virgin. À l'époque Virgin c'est vrai qu'ils faisaient leurs offres, des fois ils arrivaient en ouais c'est valable à vie. Donc c'est un peu ce délire là qui a été rapatrié ici. Voilà, voilà, bien. Eh bien on a fini pour vos commentaires sur la quotidienne précédente et on va passer au petit racontage de vie. Je vais finir le thé juste avant. Voilà, qui est fait. Alors, pourquoi pas eu de quotidienne hier? Bah, je vous l'ai dit sur l'onglet discussion. Donc oui, il y a eu live. On a joué un peu à Rainbow Six et j'ai déballé mon achat compulsif du trimestre. Vous l'avez peut-être vu, j'ai acheté un Oculus Rift. Voilà qui est dit. La boîte, elle est juste là. Mode déco. Hop, juste au-dessus. Et donc du coup, j'ai été acheter ça hier à la Fnac. Et puis voilà. Pourquoi? Parce que bah, j'avais grave envie. Et je vais pas le cacher. Et pourquoi ne pas avoir racheté un Vive? Tout simplement parce que je voulais justement essayer l'Oculus Rift. Quitte à le revendre après, je voulais avoir essayé les deux. Parce que j'avais eu mon expérience VR, elle s'est étalée comme ça. J'ai eu un cardboard, Bocopy m'en avait offert un. Ensuite, j'ai acheté un dev kit de l'Oculus Rift. Ensuite, j'ai eu le Gear VR, ensuite le Vive, maintenant l'Oculus Rift, donc la version commerciale que vous trouverez sur le marché en France. Donc du coup, pourquoi celui-ci? Parce que justement, je voulais comparer. Je m'étais dit, bon, j'ai testé le Vive, j'ai testé le Gear VR, c'est deux solutions qui sont sur le marché. J'ai pas eu l'occasion de tester la version commerciale du Rift. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais prendre ça. D'autant qu'en plus, ils vont sortir, je ne savais pas que ça allait arriver maintenant, mais si, ils vont sortir les Oculus Touch, donc c'est des manettes qui ont une détection de mouvement, donc ce qu'on appelle un mode room scale, c'est-à-dire l'échelle d'une pièce. On a un capteur avec l'Oculus Rift, il est là, il est comme ça, c'est un truc qui ressemble à un micro. C'est une petite caméra comme ça qui capte les déplacements avec un pied en métal, qui capte les déplacements du casque. Mais on peut jouer debout, mais la zone est très restreinte avec ce système-là. Et donc avec l'Oculus Touch, ils vont donner une deuxième caméra qui apparemment pourra avoir une zone un petit peu plus grande, mais on restera en deçà de ce qui est possible avec le Vive. Mais on aura voilà, des contrôles avec les mains, avec un système comme ça, comme sur le Vive. Et donc ça sort le 6 décembre, je crois, donc je pense que je les prendrai à ce moment-là. Peut-être un petit peu après, pour comparer, parce que justement, déjà, je voulais comparer la qualité visuelle, et je voulais aussi comparer donc, le jeu en room scale de l'Oculus avec les Oculus Touch, VS ce qui est proposé par le Vive. Est-ce que les 50 euros de plus
que demande le Vive sont justifiées. On verra ça un petit peu plus tard. Il y a déjà des avantages. J'ai testé un petit peu hier soir, j'en ai pas fait encore aujourd'hui. Je vais en faire après, bien sûr. Mais il y a déjà des avantages et des inconvénients que j'ai relevés. Il y a déjà deux trois trucs que j'aime bien et que j'aime moins par rapport au Vive. Je vais vous montrer tiens, rapidement à quoi il ressemble. Je vous mettrai, alors du coup j'ai fait le déballage en live. Je pense que je le reprendrai, mais je referai un commentaire par-dessus. Je ferai un montage, que ça soit un petit peu plus propre. Et je vous le mettrai sur YouTube. Mais vous aurez déjà le replay de la vidéo d'hier pour ceux qui le veulent brut de montage. Vous pourrez l'avoir. Alors déjà, vous le voyez, je pense que vous avez déjà eu un Vive. Alors j'ai eu le Vive pendant plusieurs mois cette année. Malheureusement, à l'époque, j'étais encore chez mes parents. J'avais même tourné des trucs en vidéo, mais ça me plaisait pas ce que j'avais fait. Et surtout, c'était juste inuploadable à l'époque. Donc du coup, je les ai jamais mis en ligne. Mais donc du coup, je les ai plus. Et du coup, j'ai plus le Vive non plus. Mais c'est vrai que vous avez, je pense, déjà tous vu un Vive. Et pour l'avoir eu en main, je vous assure que ce produit-là fait largement plus. Ça a largement plus, vous le voyez, une tête de. Alors, il est déjà un peu dégueulasse, mais alors d'ailleurs, ça prend. L'avant, comme ça, prend énormément les traces de doigts. Et c'est assez chiant à nettoyer. Mais c'est vrai que ça, vous voyez, ça fait vraiment produit fini. On a vraiment. C'est propre, quoi. Ça fait vraiment produit version commerciale. Et ça fait pas du tout kit de développement. Le Vive a encore une tête de kit de développement avec les gros petits les trucs, les capteurs, les lentilles là, qui ressortent. On dirait une tête d'abeille ou je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il fait quand même moins bien fini. L'Oculus a une finition exemplaire. Il n'y a pas du tout de. Ça craque pas. Bon, le Vive ne craque pas non plus. Mais voilà, il a une finition qui est bien plus premium, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai que l'intérieur est quand même plutôt agréable. Il y a un revêtement en tissu tendu comme ça. De ce côté-là, le réglage de l'écart interpupillaire est vachement plus fonctionnel que sur le Vive. La mousse est moins agréable. Je pense qu'on peut la changer et je verrai peut-être pour la changer. Elle est hyper dure en fait, cette mousse. Je sais pas si vous le verrez quand j'appuie, mais elle est largement moins confortable que sur le Vive. Ça, c'est un inconvénient. Mais dans l'ensemble, le casque est plus confortable que le Vive. Et surtout, il est largement plus léger. Et donc, du coup, je pense que en termes de fatigue, ça viendra beaucoup plus tard qu'avec un Vive. Le Vive, c'est vrai qu'on joue 1 heure et demie, on peut plus, on est obligé d'arrêter. Ma plus longue session sur le Vive, c'était un petit peu moins de 2 heures. Mais j'en pouvais plus, après c'est juste fatigant parce que le casque il est hyper lourd. L'Oculus est quand même beaucoup moins lourd. Et voilà, il n'y a qu'un seul câble qui part. Le Vive, c'est un câble beaucoup plus lourd que, je veux dire, en fait, ces trois câbles collés, le Vive, le câblage est beaucoup plus lourd. Là, de l'Oculus, vous avez juste ce câble qui part et basta, il n'y a rien d'autre. Et après, il se dédouble en USB et HDMI et c'est vachement plus agréable à l'usage. Et sinon après en termes d'optique, ça se vaut. Il y a juste le champ de vision ressemble plus à un carré qu'un rectangle sur le Vive, mais c'est très peu perceptible la différence. Et en termes de premières impressions, j'ai été beaucoup surpris par ces écouteurs. Ça a une forme assez basique, vous voyez, c'est des trucs qu'on se pose sur l'oreille avec une texture là très douce, très agréable. Et je pensais que le son allait être merdique, moi qui suis habitué à avoir un son quand même assez, j'allais dire haut de gamme, mais c'est vrai que je suis assez habitué à du bon son. Et en fait, non, le son est bon avec ce truc-là. Et donc, je pense qu'on peut les enlever. J'ai pas encore regardé comment. Ça a l'air de pouvoir se déclipser. Donc, on peut utiliser après notre casque ou des écouteurs. Ils vendent des écouteurs intra avec ce truc-là. Et je pense qu'on peut. Mais voilà, le son est plutôt bon. Et le tracking est bon. Enfin voilà, il y a aucune. C'est équivalent à du Vive, quoi. Il n'y a aucune différence, je veux dire. Il y a très peu de différence en fait, que ce soit sur la qualité d'affichage, sur le tracking, ce genre de choses. Alors après, il faudra voir avec l'Oculus Touch si le tracking est aussi bon qu'avec les manettes du Vive. Là, pour l'instant, bah, du coup, j'aurais peut-être tendance à vous dire d'acheter un Oculus parce qu'il est moins cher, quoi. Donc, même si vous achetez l'Oculus à 700 et les Oculus Touch à 200, vous économisez 50 balles par rapport à un Vive. Et vous avez l'Oculus Home qui est super facile d'accès pour les gens qui sont complètement néophytes. L'Oculus est hyper simple à installer. Vous avez besoin de 2 ports USB pour l'instant, en troisième avec les Oculus Touch. 3, vous avez besoin d'un port USB 2
pour le dongle pour la manette Xbox One qui fournissent avec, et un port HDMI, et basta. Il n'y a même pas besoin de le brancher à une fenêtre, une fenêtre, à une, une fenêtre, à une prise électrique. Le Vive, il vous faut 3 prises électriques de base. Il en faut une par base, enfin une par bande de tracking, plus une alimentation électrique pour le boîtier qui permet de relier les câbles du Vive à votre ordinateur. Parce que là, l'Oculus se branche directement à l'ordinateur, il n'y a pas de boîtier déporté comme sur le Vive. Donc du coup, ils vont vendre une extension de câble apparemment, parce qu'avec le câble comme ça, on peut aller jusqu'au milieu de la pièce, mais pour le room scale avec les Oculus Touch, ça risque d'être un petit peu limité quand même en termes de longueur. Mais voilà, du coup, il y aura apparemment commercialisé avec les Oculus Touch une extension de câble. Dans tous les cas, je pense que je vous ferai du gameplay, c'est même très probable. J'ai acheté 2 jeux, c'est plutôt des jeux de contemplation. Vous le verrez, je crois qu'Atomium avait déjà fait une vidéo, enfin un mini let's play sur un des jeux que j'ai pris. Euh, et je pense que je le ferai aussi, je voudrais vous le montrer. C'est un jeu qui me. Enfin, c'est un jeu entre guillemets, c'est plutôt une expérience contemplative qui est quand même assez longue apparemment. Et je vous le montrerai, je pense que je le ferai en vidéo. Il faudra que je vois niveau performance si c'est faisable ou pas, mais j'aimerais vraiment vous le montrer. Alors, du coup, je ferai du gameplay en live, mais c'est pas sûr à 100% parce qu'en live, c'est quand même plus demandeur en ressources que quand j'enregistre. Parce qu'après, quand j'enregistre, je peux enregistrer en lossless et l'encoder après. Donc, quand je fais du live, je suis obligé de l'encoder en même temps. Donc, les ressources CPU et GPU sont quand même un petit peu plus chargées. Mais je vous ferai des vidéos dessus, c'est sûr et certain. Et j'ai acheté un autre jeu un petit peu avec une histoire, un petit truc un petit peu narratif, qui est pas très long, mais qui se fait bien apparemment. Je les ai eu pas très cher, j'en ai eu pour un petit peu moins de 4 euros tout compris. J'ai pas acheté moi je le cache pas, j'ai acheté les clés sur G2A parce que quand vous vend un jeu en promo à 10 euros sur Steam et qu'on le trouve à 2 euros sur G2A en temps normal, à un moment donné, bon ok les développeurs nanana, mais enfin bon, il faut dire qu'ils se font quand même de la marge de ouf quoi. Mais voilà, après bon, j'ai préféré faire ça. Parce que j'avais pas envie de lâcher autant d'argent pour ça aujourd'hui. Mais après, moi je suis du genre à acheter quand ça me plaît, je suis du genre à racheter les jeux suivants. Quand je connais pas, je suis pas tenté. Mais après, quand je sais que le développeur fait bien son boulot, s'il sort un jeu ou des extensions, des trucs comme ça, je les achète directement sur Steam. Donc au moins, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis après, il faut dire un truc, c'est qu'aussi, il y a énormément de jeux puis je vais terminer là-dessus par rapport à mon premier retour sur ce produit. Il y a énormément de jeux en fait qui sont développés pour le Vive, avec donc les manettes du Vive, qui vont être compatibles avec les Oculus Touch. Dès la sortie des Oculus Touch, on nous annonce une cinquantaine de titres déjà compatibles Day One, donc dès la sortie des Oculus Touch, parmi lesquels il y aura Fantastic Contraption et Job Simulator, qui étaient paradoxalement des titres fournis gratuitement avec le Vive. Donc du coup je les ai encore et donc du coup je pourrais justement comparer de manière hyper précise justement la précision et la fiabilité des Oculus Touch, puisque j'ai joué à ces 2 jeux sur le Vive. Et du coup je pourrais y jouer avec l'Oculus avec les Oculus Touch. Donc du coup ça sera vraiment intéressant et je pourrais vraiment vous donner un comparatif, un vrai comparatif, parce que j'ai eu les deux. Donc du coup là, ça changera de certains confrères qui font oui, moi j'aime mieux celui-ci alors qu'ils l'ont jamais eu, donc ou qu'ils en ont eu qu'un seul. Et c'est un petit peu dommage d'induire les gens en erreur comme ça, je trouve. Mais bon, que voulez-vous? Il faut faire des vues, hein. Je suis médisant, mais tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Voilà pour tout ça. Donc du coup, voilà, il y a des jeux qui... En fait, il faut savoir qu'il y a il y a 2 trucs. Il y a l'Oculus Home, donc avec les API, enfin le runtime Oculus, et il y a SteamVR avec les API Steam. Donc à partir du moment où un développeur utilise les API Steam pour rendre son jeu compatible avec les manettes du Vive, vu que Oculus Touch va fonctionner également avec ce système-là, il y aura très peu de modifications pour les développeurs à faire. Il y aura juste un remapping de touches éventuellement, mais sinon c'est la même chose. C'est-à-dire que le tracking sera le même principe avec les mêmes API. Donc du coup, quelqu'un qui a sorti son jeu, un petit dev indé qui a sorti son jeu, je pense par exemple à un jeu multi que j'ai encore jamais eu l'occasion de tester quand j'avais eu le Vive parce que j'avais une connexion de merde. C'est un jeu multi qui s'appelle Battle Dome. C'est un shooter avec le Vive, comme ça on se déplace, bim bam bam, on fait du shoot et c'est excellent.
Et de ce que j'ai vu, parce que j'ai pu l'essayer. Donc j'espère que ce type-là va prendre 2 heures de son temps pour rajouter la compatibilité au Oculus Touch et bim. Mais c'est ça qui est bien, c'est que pour l'instant, en fait, on a, et c'est ce dont j'avais peur à l'époque, je me disais, bon, on a deux écosystèmes différents, est-ce que Oculus va y avoir des jeux exclusifs? Oui, il y en a déjà. Est-ce que sur Vive, il va y avoir des jeux exclusifs? Oui, il y en a aussi, mais du coup, ils le seront un peu moins parce qu'il y a plein de devs qui vont se dire, ah, je vais peut-être pouvoir vendre des jeux aux gens qui ont l'Oculus et qui achètent l'Oculus Touch si je fais 3-4 heures de développement pour refaire le mapping des touches et rendre le jeu compatible avec l'Oculus Touch. Donc du coup, il y a un moment donné, je pense qu'on va être pas mal en termes d'écosystème, puisque finalement, et c'est un truc, comme je vous dis, j'avais peur que ça soit pas le cas, mais finalement, j'ai l'impression que les deux vont réussir à cohabiter de manière assez propre. Maintenant, Oculus, il y avait cette histoire, apparemment, ils avaient essayé entre guillemets, d'acheter des développeurs en leur disant on vous finance, on vous fait un gros chèque, mais vous le sortez juste sur Oculus. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit oui. Moi, je cautionne pas, c'est clair et net. Maintenant, si j'apprends qu'il y a un jeu qui a été fait comme ça, c'est clair et net que ça sera craqué, parce que je cautionne pas du tout ce genre de pratique. Voilà, voilà. Bon, du coup, sinon, j'en suis assez satisfait pour l'instant. Il y a une petite télécommande qui est fournie avec parce qu'il n'y a pas de contrôle sur le casque. Une petite télécommande assez intuitive. Alors, c'est plus, vous voyez, c'est plus pour. Ça, c'est pas mal pour tout ce qui est expérience contemplative. Puisqu'en fait, il y a un. Bon, vous le verrez sur le déballage. En fait, c'est pas tactile du tout, mais il y a un bouton select au milieu avec une petite LED. Et en fait, ça, c'est une espèce de croix directionnelle, donc qui permet de se déplacer. Et en fonction des applications, ça permet de faire différentes choses. Et donc en dessous, on a un bouton retour, un petit peu comme sur Android, un bouton plus, un bouton moins pour le volume, et un bouton Oculus qui ramène au menu Oculus Home, quoi qu'il arrive. C'est très très semblable, si vous avez eu l'occasion de tester un Gear VR, l'interface c'est bon, un peu de choses près, mais c'est exactement la même, presque exactement la même que sur le Gear VR, c'est-à-dire que vous ne serez pas du tout dépaysé, et c'est un point fort indéniable de ce produit, c'est qu'il est très facile d'utilisation. L'installation, elle est juste hyper simple. On télécharge, je veux dire, il y a une carte dans la boîte, c'est marqué, vous allez sur oculus.com/setup. On télécharge le logiciel et on est guidé pas à pas avec des petites vidéos. Le logiciel est bien foutu. On nous demande est-ce qu'on se connecte à Facebook. Il y a toute une gestion des paramètres de confidentialité. On n'est pas obligé de le faire, bien sûr. On nous explique comment il faut brancher les trucs de manière très visuelle. C'est vraiment hyper intuitif et c'est quelque chose qui manque au Vive. Il y a un setup qui est quand même faisable, mais il est quand même plus compliqué, moins user-friendly. Et surtout, ça prend plus de temps parce qu'il faut calibrer la pièce, machin. Et je sais, bon, il faudra peut-être le faire avec l'Oculus Touch, on verra, je changerai peut-être d'avis. Mais là, tout de suite, je pense que je file ça à mes parents avec un ordinateur. Je pense qu'ils sont capables de l'installer tout seuls. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de le faire avec le Vive. Et surtout, après, le casque, là, l'Oculus, là, je le mets sur ma tête, il démarre et j'ai l'Oculus Home. J'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Le Vive, il faut aller dans Steam, il faut ouvrir Steam VR, ça va démarrer le Vive, ça va démarrer les manettes, il faut allumer les manettes à l'avance, nanana. Bon, là, il faut allumer la manette de la Xbox One, mais c'est quand même moins user-friendly que l'Oculus. Que l'Oculus. Le Vive, mes parents sont incapables de l'utiliser tout seul. Là, l'Oculus, ils le prennent sur mon bureau, ils le mettent sur leur tête, ça démarre. On leur dit prenez la manette, appuyez sur tel bouton et ça fonctionne. Le Vive, non, on démarre SteamVR, il y a un menu avec rien, enfin c'est du vide. Il faut appuyer sur un bouton sur la manette, il faut savoir qu'il faut appuyer sur ce bouton parce qu'à aucun moment on vous le dit quand vous mettez le casque. On vous le dit au début dans l'installation, mais du coup après il faut l'expliquer aux gens. Là les gens, on leur donne le casque, ils le mettent, ils savent se débrouiller tout seuls. Et du coup c'est vrai qu'ils ont réussi à vraiment rendre le truc hyper user-friendly et c'est quelque chose de bien, je pense, pour le grand public parce que déjà il est un peu moins cher et du coup, vu que c'est plus user-friendly, il y a peut-être plus de gens en testant qui vont dire ah ouais, c'est bien, j'en veux un pour chez moi, c'est pas trop compliqué, je vais pas avoir trop peur de l'installer. Et, euh, et, euh, et de ce côté-là, c'est excellent, sachant qu'il fonctionne enfin, il est censé fonctionner très bien avec SteamVR. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais voilà, j'ai des jeux VR sur Steam, je vais essayer avec le SteamVR, mais normalement il n'y a aucun souci. Enfin voilà, pour l'instant plutôt content. Je verrai ce que ça donne avec les Oculus Touch. J'aurai l'occasion de vous en parler. Je vous ferai des vidéos bien sûr de gameplay avec l'Oculus avant l'arrivée des Touch. Je vous ferai le replay du déballage un petit peu plus propre je reparlerai dessus pour que ça soit plus rapide et moins dégueulasse à regarder. Donc, vous regarderez le replay si vous le voulez brut, si vous le voulez propre,
Vous attendrez un peu que je fasse le montage, mais vous l'aurez de toute façon, quoi qu'il arrive. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, que ce soit le Vive ou le Rift, je pourrais y répondre sans problème, avec grand plaisir. Et puis si jamais vous n'êtes pas trop loin de Clermont et qu'un jour éventuellement vous voulez venir essayer ça à l'appartement, ça serait avec grand plaisir aussi, vous me ferez signe. Vous viendrez, on boira un petit coup et puis on fera un petit peu de RV, mais sinon vous allez en fait, sur le site d'Oculus. Je mettrai ça dans la description. En fait, dans beaucoup de Fnac, notamment celle de Clermont, vous pouvez prendre rendez-vous. En fait, c'est des sessions d'une demi-heure apparemment, et vous pouvez prendre rendez-vous. Et en fait, il y a un stand de test Oculus, et donc ils disent un agent Oculus va vous montrer quelques démos, et ils vous font la démo avec les touch, avec des jeux qui sont pas encore disponibles pour le grand public. Notamment, enfin, il y a The Climb que j'aimerais bien faire d'ailleurs, mais qui coûte 50 balles, donc c'est génial. C'est un jeu d'escalade, il y a 2-3 autres jeux, il y a un jeu de sport, etc. Et donc vous pouvez booker un rendez-vous d'essai dans les Fnac. Il y a Fnac, il y a d'autres magasins partenaires, je crois. Et donc là, en fait, c'est par tranche de demi-heure. Donc après, vous avez rendez-vous à la Fnac et vous avez une démo dédiée juste pour vous sur rendez-vous. Et c'est gratuit, donc si vous voulez le faire, je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il n'est pas facile à trouver ce site. Et donc vous tapez votre ville et vous pouvez booker un rendez-vous dans un magasin partenaire et on vous fera une démo de l'Oculus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bien, sinon pas grand chose à signaler du côté perso. Non, pas grand chose à signaler. Si j'ai un peu du mal avec 5 euros là en ce moment, je tombe sur des gens qui ont un peu du mal à comprendre le principe ou qui me recontactent pas, me disent ouais j'ai plein de projets, nanana, et puis finalement peanuts. Donc c'est un petit peu chiant, mais bon, on se débrouille quand même. Enfin voilà, bah écoutez, merci énormément d'avoir suivi cette longue quotidienne, on va compenser celle d'hier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, j'y répondrai demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, c'est très important pour moi. Et puis profitez bien de la vie. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Je vais vous tourner un City Skylines là tout de suite, rapidos. On va se passer une petite demi-heure de City Skylines, donc vous aurez ça dans la journée. Puisque j'en ai pas fait là, cette semaine. Normalement c'est le mercredi City Skylines et je l'ai pas fait, donc je vais le faire ça. Profitez bien de la vie. Je vous retrouve justement donc demain pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. À demain.